Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Techsama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal de news cette semaine-ci, notamment l'événement Apple qui a été annoncé. Nous avons aussi des controverses au niveau des derniers téléphones Samsung, des news au niveau processeur, AMD qui ferait des nouveaux processeurs milieu de gamme notamment, ça c'est plutôt intéressant. Et aussi d'autres petites news en rapport avec les cartes graphiques et tout ça. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que sur la barre de lecture ainsi que dans la description, vous avez une table des matières pour sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Alors, première petite actualité qui concerne plus la chaîne ici, c'est que je vous ai fait un document voilà 2 semaines, si vous vous souvenez, où je mettais certaines choses en vente. C'est juste pour indiquer qu'il y a encore quelques trucs en vente pour ceux qui sont intéressés, parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, je suis intéressé », donc je les ai réservés pour eux, puis finalement, ils ont arrêté de me répondre. Donc, yep. Donc, il y a encore, il me semble, 2 trucs qui sont en vente pour ceux qui seraient intéressés. Et j'en rajouterai peut-être plus tard. Mais ça, je vous préviendrai dans un prochain Techsama Show. Enfin bref, commençons avec l'actualité. La première actualité de la semaine, c'est le fait que Apple va avoir une présentation ce 8 mars. Donc, aujourd'hui par rapport à la sortie de cette vidéo, mais je la tourne à l'avance. Oui, c'est un petit peu dommage que je ne puisse pas inclure ce qu'ils vont présenter. Mais je vais vous montrer ce qui est à peu près sûr d'être présenté. Il y a d'autres trucs qui sont un peu moins sûrs. Bref, dans tous les cas, cet événement s'appelle Peak Performance. Donc, c'est un événement où ils vont montrer quelque chose de performant normalement. Ça semble logique. Il y aura notamment, ça c'est garanti, un nouvel iPhone SE. C'est plutôt intéressant parce que c'est le dernier iPhone qui a l'ancien design des iPhones avec toujours le bouton Home. Et là, il sera update normalement avec une puce A15 de Apple. Donc, il devrait être plutôt puissant et à un prix raisonnable pour un iPhone. Je dis bien raisonnable, pas non plus incroyable. Donc ça, c'est selon moi très intéressant. On a aussi un nouvel iPad Air. Jamais été très intéressé par les iPad Air parce que il coûte très cher pour ce que c'est. Genre, il coûte pratiquement aussi cher qu'un iPad Pro en étant beaucoup moins bien qu'un iPad Pro. Et l'iPad de base, celui qui est vendu à un peu plus de 300 €, est juste tellement bon. Si vous voulez une tablette, vraiment, ça se résume à ça. C'est en dessous de 300 €, tablette Android. Au-dessus de 300 €, prenez l'iPad de base. Il est genre... il convient à peu près à n'importe qui. Donc, il y a l'iPad Air ici. Pas convaincu. Par contre, quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est qu'on pourrait voir, c'est pas garanti ça, mais on pourrait voir une puce M2 présentée. En 2020, Apple avait évidemment présenté leur puce M1 qui, selon moi, avait montré beaucoup de choses à l'industrie, avait fait bouger aussi pas mal l'industrie en leur montrant que c'est possible de faire un PC ARM haute performance. Et ça, c'est quelque chose qui montre notre futur, qui va arriver, selon moi, où on aura justement des appareils basés sur ARM plutôt, des ordinateurs ARM, peut-être même juste notre smartphone qu'on mettra dans un dock, et hop, ce sera notre PC fixe. C'est déjà possible avec, par exemple, DeX de Samsung, mais là, Apple a montré que avec une puce M1, vous n'allez pas faire des sacrifices par rapport à un vrai processeur de PC de bureau. Vous aurez même limite plus de puissance, surtout pour la consommation. Donc, yep, très impressionnante forcément. Et du coup, une puce M2, les gens l'attendent pas mal parce que c'est la 2e génération. La première génération d'un produit est toujours très intéressante, mais la 2e génération, c'est toujours là où ils fixent les problèmes qu'il y avait un petit peu avec et ça devient encore meilleur, ça se raffine. Et à partir de la 3e génération, en général, c'est là que ça devient alors vraiment incontournable, si c'est un bon produit en tout cas. Donc là, forcément, avec la puce M2, beaucoup de gens ont des impatiences et ont hâte de voir ce que ça donne. Elle ne va pas être révolutionnaire, je pense, au niveau performance. Elle sera toujours très bonne, mais je pense que ce sera surtout améliorée au niveau des défauts de la puce M1. La puce M1 avait un peu des problèmes, notamment au niveau output-input. Notamment, elle n'avait pas beaucoup de façons de s'interfacer avec l'extérieur. Donc, pas beaucoup de lignes PCI Express vers l'extérieur. Par exemple, un PC moderne, vous avez plein de ports USB, vous avez des ports USB type C. La puce M1 ne permettait pas d'en avoir énormément non plus. Donc là, ça pourrait être quelque chose qu'ils améliorent, évidemment. Ils pourraient aussi améliorer peut-être la quantité de mémoire, même si je ne crois pas qu'ils vont le faire. Fixer les problèmes aussi qu'avait eu la puce M1. Il y en avait eu quelques-uns. Pas vraiment des failles, c'était plus des problèmes où certaines puces se dégradaient et ne fonctionnaient plus, il me semble. C'était un truc comme ça. Donc ça sera certainement amélioré. Et du coup, ça devrait donner, selon moi, une très bonne 2e génération, si elle est réellement présentée à ce moment-là. Il y aurait aussi des rumeurs comme quoi il fera un Mac Mini avec une puce M1 Pro et une M1 Max, qui sont les 2 puces utilisées, je vous rappelle, dans les plus gros MacBook Pro. Donc ça, c'est aussi plutôt intéressant, vu que le Mac Mini
est plutôt compact et offre pas mal de performance maintenant. Donc il y a beaucoup de gens qui justement aiment bien l'utiliser. Du coup, voilà d'ailleurs le iPhone SE. Et du coup, c'est à peu près tout. Il y a d'autres petites rumeurs, mais voilà, par exemple, il y a des rumeurs un petit peu du nouveau Mac Pro qui doivent encore faire. Donc, update le Mac Pro avec aussi des puces ARM. Et là, ce serait des puces M1 to the max. Je ne sais même pas comment ils les appelleraient. Mais avec genre beaucoup de cœurs, 32 cœurs, quelque chose comme ça. Et à mon avis, ça, on ne le verra pas. Je suis sûr et certain. Je pense qu'ils sont plutôt préoccupés d'améliorer les puces M1. Enfin, les puces plus pour des PC normaux, on va dire, ou des PC un peu professionnels, avant de passer vraiment aux grosses puces, où là, ils ont besoin de vraiment augmenter la puissance à fond pour que ce soit logique par rapport à d'autres systèmes similaires, donc notamment des systèmes avec des Xeon ou autre chose. Donc, j'y crois pas trop. Il y avait aussi une rumeur comme quoi l'ancien iPhone SE pourrait rester encore et diminuer de prix. Mais ça, c'était assez tiré par les cheveux, donc on verra bien. Mais ça pourrait être intéressant, selon moi, s'ils le gardent, parce que l'actuel iPhone SE n'est pas si dépassé que ça. Il me semble, une puce A13, si je me souviens bien, et tout. Donc, il est vraiment pas mal, en fait. Donc, s'il le mettait moins cher encore, on aurait enfin un iPhone d'entrée de gamme. Bon, c'est pas vraiment la même entrée de gamme que sur les téléphones Android, qui, eux, sont vendus à 100 € pour l'entrée de gamme. Mais quand même, imaginez 200 et des euros pour un iPhone 9 avec une puce A13. Je pense que beaucoup de gens seraient intéressés. Donc, on verra bien, ma foi. Mais une chose est sûre, c'est un événement que je pense beaucoup de gens vont suivre, surtout par rapport à ce qu'a fait Apple au niveau des puces M1, comme j'ai dit. Quelque chose d'autre que les gens vont aussi beaucoup suivre, certainement, surtout s'ils ont un téléphone Samsung, c'est le fait que Samsung a été découvert en train de faire quelque chose de pas forcément très bien. Alors, il y avait déjà eu pas mal de polémiques avec Samsung, notamment récemment, où ça a été découvert qu'ils avaient des énormes failles de sécurité au niveau des certificats de sécurité sur leur téléphone, déjà. Donc ça, c'était un problème. Le fait aussi qu'ils se sont fait hacker, qu'il y a du code source de téléphone Samsung qui a été téléchargé. Ça peut être aussi un problème. Mais maintenant, la nouvelle controverse avec Samsung, c'est le fait que ils auraient un Game Optimizer qui tourne. Donc, c'est une application Samsung qui tourne sur tous les téléphones justement de la marque. Et ce Game Optimizer, normalement, optimise votre expérience de jeu. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle télécharge une base de données de jeu et elle diminue les performances du processeur pour augmenter la durée de vie de la batterie. Alors, dans le principe, personnellement, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est qu'ils le font sans que les gens le sachent et sans offrir la possibilité de le désactiver. Donc, ça veut dire que vous pouvez acheter l'un des derniers Galaxy S22, que vous payez bien cher, et vous retrouvez avec des performances dans les jeux qui sont plutôt bof parce que le processeur est totalement limité. Moi, personnellement, ça m'embêterait assez bien. Du coup, apparemment, Samsung a répondu et ils vont proposer un switch pour le désactiver. Dans le principe, encore une fois, dans certains cas, moi je vois une utilisation où c'est bien de pouvoir dire « Oh, j'ai besoin que ma batterie dure plus longtemps, j'ai pas besoin de tourner à 60 fps dans ce jeu-là, mets-le à 30 fps. » Il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est de le cacher aux gens et de ne pas donner l'option. Vraiment. Donc, yep, Samsung, améliorez un petit peu. Au passage, d'ailleurs, j'ai justement un Galaxy S22 Ultra ici, et ça a une histoire un peu intéressante. Donc, je l'ai acheté parce que celui-là, c'est la version Exynos avec le GPU AMD, et je voulais faire un petit peu des contenus là-dessus. Et puis, ça s'est révélé que la version Exynos n'est pas la meilleure. Elle n'est pas aussi mauvaise que les gens ne le pensent en réalité. Elle a beaucoup de bugs, c'est surtout ça. Elle a encore des bugs d'ailleurs. J'en ai eu récemment, même après l'update de sortie. Mais le problème un petit peu, c'est que Samsung, des fois, est un peu trop conservateur, notamment avec le Game Optimizer, sur la puce, encore plus sur la puce Exynos, on a l'impression. Et aussi, ils évitent qu'elle monte trop haut en termes de ce qu'elle peut consommer. Mais en réalité, il y a des tests qui ont été faits et qui ont prouvé que la puce Snapdragon 8 Gen 1, qui est utilisée du coup dans tous les autres téléphones Samsung de la gamme Galaxy S22 dans le reste du monde, mais pas en Europe, parce qu'il n'y a que l'Europe qui a une version Exynos, eh bien ce Snapdragon est plus puissant, mais il utilise plus d'énergie. Donc en réalité, si vous regardez
la quantité de FPS que vous avez dans un jeu comme Genshin Impact, comparé à la consommation, ils sont à peu près à la même efficacité énergétique. Ce qui ne m'étonne pas tellement parce que il faut savoir que depuis le Snapdragon 888, Qualcomm utilise le processus de gravure de Samsung. Donc comme les cartes graphiques Nvidia, c'est fabriqué par Samsung. Et c'est la même chose avec évidemment l'Exynos 2200 qui est dans les Galaxy S22. Et le truc, c'est que je commence à avoir un pattern personnellement où j'ai l'impression que le truc de gravure de Samsung n'est pas le plus efficace. Parce que les Snapdragon 865, qui étaient les derniers gravés sur le processus de gravure TSMC, eux étaient plutôt efficaces au niveau énergétique. Genre, ils étaient vraiment bons. Et depuis le Snapdragon 888, j'ai déjà eu un téléphone 800 avec un Snapdragon 888, c'était le OnePlus 9. J'ai remarqué que il peut chauffer pas mal en fait, quand vous l'utilisez vraiment à fond. Plus que les anciennes générations de smartphones. Genre, un smartphone, ça a toujours chauffé parce que le seul moyen de dissiper la chaleur d'un smartphone, c'est juste le châssis du smartphone. L'écran aussi. Mais là, c'est plus que les autres générations, selon moi. Et c'est à partir de 888 que j'ai remarqué ça. Et c'est la même cas avec le 8 Gen 1. Notamment, j'ai fait une vidéo récemment, vous avez dû le voir, sur le Red Magic 7. C'est une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser que j'ai fait dessus, mais c'est un processeur qui peut chauffer énormément et consommer énormément d'énergie. Donc, faites attention à ça d'ailleurs, si vous le choisissez. Et du coup, les Exynos semblent au final similaires en termes d'efficacité énergétique. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le processus de gravure de Samsung qui n'est pas le plus efficace. Un autre truc aussi que j'ai remarqué, c'est une autre preuve que j'ai à cette théorie, un petit peu du complot, c'est que les cartes graphiques Nvidia sont aussi gravées sur ce même processus de gravure, enfin pas le même exactement, mais sont aussi gravées sur un processus de gravure en 8 nanomètres de Samsung. Et bizarrement, elles sont moins efficaces au niveau énergétique que les cartes graphiques de AMD qui sont gravées avec TSMC. Donc il commence à avoir un pattern ici, je trouve, personnellement. Hein? Les puces Apple, par exemple, sont gravées chez TSMC, hyper efficaces au niveau énergétique. Les puces Snapdragon avant, hyper efficaces. Maintenant qu'ils sont chez Samsung, commencent à être un peu bancal. Les Dimensity, on va en parler après, mais les Dimensity 9000 de MediaTek sont gravés chez TSMC, ils sont très bons. Ils sont genre meilleurs même que le Snapdragon 8 Gen 1 en réalité. Donc, yep. Est-ce que le vrai problème, ce serait pas le processus de gravure de Samsung? Je commence à vraiment me poser la question. Dans tous les cas, pour information, je vais vous faire des vidéos sur... Alors, je sais que les gens ne vont pas acheter le S22 Ultra parce que c'est un téléphone qui est extrêmement cher, je vais être très honnête. Mais je vais faire une vidéo qui devrait être plutôt intéressante pour tous ceux qui voudraient être des S22, donc le S22 de base ou le S22 Plus. C'est que j'ai aussi commandé une version Snapdragon que je fais importer de Hong Kong. Il y a un site qui marche plutôt bien pour ça. Je vais le tester personnellement, voir s'il est vraiment bon ce site avant de vous en parler, mais il a l'air pas trop mal pour ceux qui seraient intéressés. Et du coup, je vais comparer la version Exynos à la version Snapdragon. Donc vous aurez un comparatif notamment de batterie et vous aurez aussi un comparatif de performance. Donc ça devrait être plutôt intéressant. Et pour information, je vais renvoyer la version Exynos. Ça semble logique. Je l'ai précommandé et je suis encore dans les 30 jours de retour. Encore pendant un petit moment en réalité. Encore une petite dizaine de jours. Donc, enfin un peu plus de 10 jours en réalité. Donc dès que j'ai la version Snapdragon, je fais tous les tests, notamment le test de batterie. D'ailleurs, si vous avez des suggestions d'applications que vous voudriez voir tester pendant le test de batterie, j'aimerais faire une journée classique pour quelqu'un. Vous voyez, genre, j'ai utilisé un réseau social pendant une petite heure. J'ai lancé un jeu pendant une petite heure, le temps d'attendre pour mon transport en commun ou je sais pas quoi. J'ai pris des photos, j'ai pris des vidéos. Vous voyez, genre des choses que les gens feraient dans une journée normale. Comme ça, en fait, le test de batterie, c'est tout simplement, je mets les deux téléphones l'un à côté de l'autre. Je les redémarre une fois pour être sûr que tout va bien. Ils sont tous les deux branchés, je les débranche en même temps. Et je fais la même chose sur les deux smartphones. Donc je vais sur la même application en même temps et je scrolle de la même manière. Si je fais tourner un jeu, peut-être, je vais certainement mettre Minecraft personnellement parce que je préfère Minecraft. Et juste mettre le même site, créer le même monde. Et comme ça,
je suis sûr que les deux smartphones tournent exactement sur le même truc. Et puis prendre le même genre de photos. Je vais peut-être même les faire s'appeler l'un l'autre. Parce qu'un truc que j'aimerais tester aussi, c'est de mettre une carte SIM dans les deux smartphones. Parce que ça, les tests de batterie ne mettent jamais de carte SIM dedans. Et je trouve que c'est assez important parce que quand vous mettez une carte SIM dans un téléphone, il consomme plus. Parce que l'antenne est fonctionnelle. Et ça, les gens, enfin, j'ai l'impression que les testeurs de batterie l'oublient à chaque fois, genre. Pas tous, hein, mais il y en a, ils mettent pas la carte SIM. Mais je suis le seul à avoir remarqué que l'antenne consomme quelque chose quand elle fonctionne en réalité avec une carte SIM. Et genre, des fois, c'est pas négligeable. Surtout moi en ce moment, parce que mon opérateur a changé de réseau en Belgique. Donc, c'est un petit opérateur qui utilise le réseau d'un plus grand opérateur. Et depuis, je ne capte plus. C'est génial. Là, j'ai une barre. Nice. Yep. Et quand vous captez moins, pour information, vous utilisez encore plus de batterie parce que votre téléphone est obligé d'envoyer plus de signal. Donc, yep. Je vais prendre la même carte SIM du même opérateur pour ceux qui se demandent. Comme ça, le test est nickel. Et comme ça, on verra bien, dans des conditions vraiment réelles, il y a une carte SIM. On utilise des applications que les gens utilisent tous les jours. Et on regarde qui consomme le plus. Aussi, un test que j'aimerais faire au niveau de la batterie. La plupart des tests de batterie, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent le téléphone jusqu'à quand que la batterie meurt. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter quand il reste, je sais pas, quand j'ai fait tout, à peu près mes tests, et je laisse les deux téléphones pendant 8 heures sans bouger. Et je regarde qui utilisait le plus de batterie sans rien faire. Parce que ça aussi, c'est un truc assez important. La plupart du temps, votre smartphone ne fait rien. Il est dans votre poche, il ne fait rien. Et s'il y en a un qui consomme plus à ce moment-là, il faut le savoir. Parce qu'apparemment, j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de vidéos en réalité de tests de batterie sur les Exynos versus Snapdragon. Et c'est pour ça que je veux le faire. Il n'y en a aucune en France, il me semble aussi. Je n'ai pas vérifié en réalité. Je ne crois pas qu'il y en ait. Et les peu qu'il y en a, il y a des tests qui ont montré que certaines personnes ont une version désastreuse de l'Exynos, où il y avait des vrais problèmes de performance. Et d'autres personnes ont remarqué qu'elles étaient assez similaires au final, Exynos, Snapdragon. Mais par contre, Golden Retriever, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est comme le nom du chien. C'est une chaîne YouTube, c'est un gars qui est génial, je vous invite à regarder ça en anglais par contre. Et lui, il a fait des tests où il montrait que dans les tests de batterie, ça allait. Les deux avaient à peu près la même utilisation de batterie pour des tâches normales. Mais en stand-by, donc si vous laissez le téléphone sans rien faire, la version Exynos avait consommé beaucoup plus. Donc c'est ça que j'aimerais aussi confirmer si c'est le cas, tout simplement. Donc ouais, dites-moi si vous êtes intéressé par tout ça, parce que de toute manière je vais le faire, de toute façon je vous le dis. Je le fais aussi un peu pour moi, j'ai envie de voir quelle est la meilleure version. Même si je vais garder la version Snapdragon pour ceux qui se demandent, parce que ça se voit déjà que c'est déjà la meilleure version, mais j'aimerais juste le tester et m'en rendre compte moi-même. Voir si c'est réellement le cas. Donc, yep. Et une chose est sûre, selon moi, c'est honteux qu'on se fasse vendre le même smartphone que, enfin, soi-disant le même smartphone en Europe que dans le reste du monde, et au final, c'est pas le même. C'est même des fois pas du tout le même. Donc, yep, ça devient vraiment embêtant. Mais par exemple, Google, ils ont leur propre puce. Mais il n'y a aucun Pixel 6 qui a une puce Snapdragon. Ils ont tous la puce Tensor. Donc au moins, là, vous êtes sûr que tout le monde a le même truc. Il n'y a pas de discrimination ou autre chose. Là, c'est une sorte de loterie en quelque... Enfin, c'est même pas une loterie. C'est genre, vous vivez en Europe, ben, prenez ce produit inférieur. Vous payez bien souvent, en plus en Europe, on paye plus cher. Et on se chope un produit inférieur, quoi. Génial, merci. Donc, yep. J'ai vraiment envie de tester ça. Et reporter ce que j'ai trouvé et tout ça. Et s'il y a réellement une énorme différence, ben, montrer aux gens que cette différence existe et leur montrer qu'il est temps qu'on dise à Samsung, basiquement, genre, soit vous mettez les versions Exynos partout, honnêtement, et vous améliorez les processeurs Exynos par la même occasion, ou soit vous mettez une version Snapdragon partout. Mais vous arrêtez de faire cet hybride bizarre, ou alors mettez la version Exynos en Corée du Sud, vu que Samsung est basé en Corée du Sud. Genre, gardez au moins le produit que vous avez conçu pour vous, au lieu de le refiler aux autres comme ça. Mais bon, bref. Ensuite, on a une news au niveau de Oppo, qui est d'ailleurs en rapport avec le MWC, parce que ça a été présenté là-bas. C'est le Mobile World Congress. Je vous avais dit la semaine dernière que c'était en cours en ce moment. Et du coup, ben, Oppo a démontré un chargeur smartphone qui recharge à 240 watts. Alors, 240 watts, c'est énorme. Pour information, la plupart des smartphones que vous pouvez acheter à l'heure actuelle font du 45 watts,
certains commencent à faire du 65 watts, ce qui est déjà très bon. Et les meilleurs qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'était 80 watts chez OnePlus qu'ils ont sur le dernier OnePlus 10 Pro, qui est seulement disponible en Chine. Et aussi, on avait vu un chargeur 120 watts chez Xiaomi. Mais c'est le maximum qu'on avait vu. 240 watts, c'est juste énorme. Donc, ça semble logique. Je ne crois pas qu'on va le voir tout de suite dans un produit. Mais c'est juste pour montrer qu'il pouvait recharger l'entièreté d'un smartphone. De zéro, pratiquement 0 à 100% en 9 minutes. C'est rien du tout. Alors, personnellement, je ne me sentirais pas très confortable d'utiliser un tel chargeur. Hein. La batterie d'ailleurs faisait 4500 mAh, ce qui est quand même une bonne batterie aussi. Alors, je ne me sentirais pas confortable. C'est juste... pour moi, il va forcément avoir des dangers. Il va forcément avoir... Le problème, c'est qu'une batterie au lithium, plus vous la chargez vite, plus elle a tendance à chauffer. Et plus vous augmentez les chances de justement, si elle chauffe énormément ou il y a un problème, que juste ça fasse kaboom en fait. Donc, c'est pas bon. Aussi, ça va dégrader la batterie plus vite. Donc, la plupart des smartphones d'ailleurs qui ont le chargement 65 watts, en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont 2 cellules de batterie. Et du coup, ils chargent les 2 cellules en même temps. Et du coup, ça permet d'éviter un petit peu ce problème de charger une batterie trop vite. C'est comme si vous chargiez 2 endroits de la batterie en même temps, donc ça vous évite justement le problème que je vous dis que ça chauffe trop ou autre. Ça chauffe quand même un petit peu, mais voilà, ça améliore un petit peu la situation. Donc c'est pour ça que 65 watts, ça va en fait. Donc c'est comme si vous aviez 2 chargeurs de 32 watts en quelque sorte, ce qui est plutôt raisonnable. Mais là, 240 watts, c'est juste... Pour moi, c'est dangereux. C'est réellement dangereux. Je ne sais même pas si c'est forcément très utile, parce que 65 watts, c'est déjà... Genre, 65 watts en une demi-heure, vous avez assez de batterie pour durer le reste d'une journée, bien souvent. Donc, et même pas une demi-heure en réalité. Donc, juste le temps de manger, vous avez déjà assez de batterie. Donc, est-ce vraiment utile? Je ne sais pas. Une chose est sûre, ça semble être de plus en plus à la mode d'essayer d'aller le plus loin possible, de repousser les limites du chargement. Mais j'espère juste qu'au moins, cette repousse des limites trouve des manières d'améliorer la recharge et que ça améliore pour ceux qui rechargent plus lentement. En réalité, peut-être que ça améliore la durée de vie des batteries pour ceux qui rechargent tranquillement. Parce qu'il faut le savoir, plus vous rechargez lentement, plus normalement la batterie devrait durer longtemps, vu que elle chauffe moins et qu'il y a moins de problèmes à long terme. Après, plus vous chargez une batterie, plus elle se dégrade quoi qu'il arrive. Hein. Toujours en rapport avec le MWC, vous avez MediaTek qui a annoncé les Dimensity 8000 et 8100. Ce sont deux smartphones, 2 processeurs pour smartphone, plus ici milieu de gamme que haut de gamme, parce qu'ils ont aussi le Dimensity 9000 qui a été sorti là un petit peu plus longtemps. Et le 9000, réellement, je vous invite à aller voir des tests. Le problème, c'est qu'il n'est pas sorti dans beaucoup de smartphones, mais il est réellement très, très bon. Même, je dirais, assez impressionnant. MediaTek a fait énormément d'efforts à essayer de rattraper Qualcomm, et selon moi, ils y arrivent. Le seul problème, toujours qu'ils ont un peu, c'est que ils utilisent des GPU de chez Mali. Oui, c'est des GPU Mali qui sont pas les meilleurs. Et aussi, ils ont un peu des bugs de temps en temps. Notamment, je sais bien que toute la communauté des gens qui font de l'émulation n'aiment pas trop les médiathèques parce que là, il y a toujours des bugs. Mais bon, ça s'améliore énormément. Je sais bien que personnellement, j'avais pu tester le OnePlus Nord 2 qui avait une puce Dimensity, mais de l'ancienne génération. Elle était, selon moi, vraiment très bonne, genre bonne performance, bonne batterie aussi. Donc, yep, j'ai hâte de voir ce que ces Dimensity 8000 vont faire. Donc, c'est, comme je dis, des processeurs un petit peu plus milieu de gamme, haut de gamme, que vous devrez retrouver plus dans des smartphones. Du coup, ça dépend, parce que MediaTek est moins cher que Qualcomm, ça c'est aussi un autre avantage. Donc, on a déjà vu leur plus gros Dimensity, même dans des smartphones à 400 €. Donc là, on pourrait les voir dans des smartphones à 200-300 €. S'il y en a qui serrent les prix. Mais à mon avis, ce sera plus 300-400 €. Mais une chose est sûre, très intéressant, et aussi ils sont gravés sur le processus de gravure de TSMC. Donc, il n'y a pas le problème de Samsung, comme j'ai déjà pu en parler juste avant, que selon moi, il y a réellement un problème. Et aussi, au niveau de tout ce qu'ils supportent, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Genre jusqu'à 200 mégapixels au niveau des caméras, 4K 60 fps, HDR+, HDR10+. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer plusieurs vidéos en même temps, ce qui est de plus en plus fait ces derniers temps, Wi-Fi 6E et tout ça. Non, il y a tout ce qu'il faut vraiment sur ces processeurs.
Personnellement, j'aimerais vraiment que Mediatek fasse un retour parce que on a Qualcomm qui domine le marché Android. On a Samsung derrière avec leur Exynos qui font quelque chose. On a Google qui font leur Tensor, qui est pas mal, hein, leur Tensor, processeur Tensor, mais c'est juste sur les pixels. Et puis, il n'y a rien d'autre, quoi. Donc, j'aimerais bien que Mediatek fasse un plus grand retour et commence tout doucement à faire ce retour. Il y a de plus en plus de smartphones, même de grosses marques qui sortent avec des Mediatek, mais yep, il est temps. C'est le problème aussi que les gens disent « mais il y a des bugs sur Mediatek ». Alors déjà, personnellement, encore une fois, sur le Nord 2, j'ai pas vu vraiment de bugs. Il y a peut-être réellement plus de bugs que sur Qualcomm, parce que Qualcomm a une certaine maturité maintenant, vu que tout le monde les a utilisés pendant des années. Mais le seul moyen de régler les bugs, c'est de les utiliser et de les fixer. Donc si on sort pas de smartphone avec des processeurs Mediatek, on fixera jamais les bugs, parce qu'on les trouvera pas, ou il n'y aura pas assez de personnes qui reportent les bugs. Donc, let's go, quoi. Je pense qu'on a déjà assez donné d'argent à Qualcomm. Il est temps qu'on mette un peu plus en avant une autre marque qui produit des processeurs pour tout le monde aussi. Parce que Exynos, le truc, c'est que c'est juste pour Samsung. Donc là, c'est pas intéressant. Au moins, les Mediatek, il y a OnePlus qui en a déjà eu. Il me semble que même... Non, pas Samsung. Peut-être Samsung a utilisé un Mediatek à une époque. C'est possible. Bref, dans tous les cas, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc, si j'ai la possibilité de mettre ma main sur l'un de ces gars-là, notamment le 9000, j'aimerais énormément pouvoir le tester et le comparer, par exemple, au Snapdragon 8 Gen 1. Ensuite, on a toujours une news au niveau processeur ici, mais assez différente. Vous avez dû voir récemment que beaucoup de fabricants de processeurs ou même de cartes graphiques se lancent dans ce qu'on appelle le chiplet. Alors, ça n'a rien à voir avec les chips, je tiens à le préciser. C'est quand vous prenez, au lieu de faire juste un processeur qui est juste une puce, vous preniez plusieurs puces gravées sur un morceau de silicium et vous les assemblez ensemble et vous les interconnectez pour qu'ils fonctionnent comme si c'était juste un plus gros processeur. L'avantage de design chiplet, c'est que c'est très modulaire. Vous pouvez rajouter de plus en plus de puces selon si vous avez besoin de plus de puissance ou moins de puissance. C'est plus facile à fabriquer aussi parce que quand vous faites vous faites plus mais des plus petites puces, vous avez moins de pertes, vous avez moins de chances de pertes parce que plus une puce est grande, plus un morceau de silicium est grand, notamment avec les cartes graphiques, c'est souvent le cas, les toutes grosses cartes graphiques, c'est des énormes puces, plus vous avez de chances qu'il y a juste une petite imperfection qui rend la puce inutilisable. Donc là, l'avantage, c'est comme vous fabriquez des petites puces, s'il y en a de temps en temps une abîmée, c'est pas grave, et comme ça, prenez ce que vous avez besoin et vous les combinez. Ça a été clairement popularisé par AMD, qu'il a utilisé sur les processeurs Ryzen, et ça a marché très bien pour eux. Et du coup, vous avez d'autres marques qui commencent à vraiment le faire de manière beaucoup plus sérieuse, notamment Intel qui va se lancer dessus, et aussi vous avez Nvidia qui veut le faire. Et AMD aussi veut le faire pour leurs cartes graphiques notamment. Donc là, au lieu d'avoir une puce, donc un processeur graphique sur la carte graphique, vous en avez deux, mais qui sont basiquement ensemble, et du coup, ça vous fait une plus grosse carte graphique sans pour autant avoir fait une énorme puce. Donc là, la news ici concerne le fait que Intel, AMD et d'autres constructeurs de l'industrie veulent justement standardiser le fait de faire des chiplets. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est le genre de truc que je ne m'attendais pas à ce qu'ils standardisent. Genre, pas du tout. Parce que le truc, c'est qu'AMD, leur design, la façon dont c'est interfacé, donc la façon dont on communique ces puces entre elles, ça utilise l'Infinity Fabric. C'est une technologie propriétaire, évidemment. Donc, c'est-à-dire que si Intel veut l'utiliser, ils ne peuvent pas. Donc là, ils sont en train de créer un standard qui s'appelle l'UCIe 1.0, un peu un drôle de nom, qui permettra de justement à tous les constructeurs de puces, que ce soit Apple, Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm, Mediatek, de juste utiliser la même chose, les mêmes standards pour créer justement des chiplets. Donc, des processeurs qui auraient plusieurs puces dessus ou autre. Ça veut dire aussi, du coup, que, imaginons, vous êtes AMD, vous supportez pleinement ça maintenant, c'est implémenté. Vous êtes Mediatek, vous supportez pleinement ça. Mediatek peut être en mode, OK, on va mettre une puce processeur. Donc, on va mettre notre Dimensity 9000. Et puis, à côté, on va mettre un autre chiplet qui va être une puce graphique AMD. Et comme ils savent communiquer entre eux maintenant, parce qu'ils supportent tous les deux le même standard, vous pouvez le faire. Évidemment, ce sera aux marques de le faire et ils devraient être en coopération pour le faire, mais ça rendra la coopération beaucoup plus facile. Je vous rappelle qu'à une époque,
vraiment, pour ceux qui auraient oublié, il y a une époque, Intel a sorti, en collaboration avec AMD, et c'est pas si longtemps que ça, c'était à la 8e génération de Core Intel, ils ont sorti, et je commence à perdre ma voix, donc ils ont sorti un processeur qui avait une partie graphique AMD. Et c'était tellement bizarre à voir. Bref, du coup, ça va simplifier tout simplement le fait de pouvoir faire ça. Alors, ça va prendre du temps. Ne vous attendez pas à ce que ce soit genre, oh, dès le mois prochain, on voit des trucs. Non, ça va prendre du temps, mais une chose est sûre, c'est plutôt cool qu'ils aient standardisé ça. C'est plutôt cool aussi qu'il y ait Intel et AMD dans l'affaire. Il y en a d'autres. Hein. Vous avez aussi ARM, vous avez TSMC et aussi Samsung qui sont dedans. Donc, avec autant d'industries dedans, autant de gros de l'industrie dedans, honnêtement, je pense que ça va prendre. Ce serait bien que Nvidia aussi se mette dedans, mais bon. Dans tous les cas, rien qu'avec Qualcomm aussi d'ailleurs. Intel, AMD, Qualcomm, ARM et TSMC, vous avez déjà 80% de tout ce qui est au niveau processeur. Donc, yep. Ça inclut déjà énormément. Donc, yep. On verra bien ce que ça donnera d'ici quelques temps, quelques années, si ça prend vraiment. C'est pas la première fois non plus qu'ils créent des standards et qu'au final, personne qui l'utilise. Mais visiblement, il y a une volonté à créer ça pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, quelque chose qui est aussi plutôt cool, c'est que le DisplayPort 2.0 arrive déjà. On en avait déjà parlé plusieurs fois, mais il arrive bientôt. Donc, à mon avis, pour les prochaines cartes graphiques, donc les RTX 4000, il y a une news d'ailleurs là-dessus, ainsi que les RX 7000 et tout ça, on devrait voir le DisplayPort 2.0 arriver. Le DisplayPort 2.0 promet évidemment beaucoup plus de bandes passantes. Il peut monter jusqu'à 80 gigabits à la seconde, contrairement à l'HDMI 2.1 qui peut faire du 48 gigabits pour information. Mais contrairement par contre à l'HDMI, le consortium derrière le DisplayPort va rendre les choses beaucoup plus claires. Parce que l'HDMI, c'est de plus en plus le bordel. J'ai déjà fait une news récemment, enfin, il y a quelques temps, si vous vous souvenez, où le consortium qui est derrière l'HDMI, on dit basiquement que tous les câbles HDMI étaient des câbles HDMI 2.1 et que vous pouviez le mettre sur la boîte, c'est un HDMI 2.1. Alors qu'en réalité, certains supportent le 4K 100 Hz et d'autres ne le supportent pas du tout. Donc en gros, vous pouvez acheter un câble et vous ne savez même pas ce qu'il fait. Eh bien, le DisplayPort 2.0 aura des labels très précis pour justement éviter ce problème-là. Donc vous voyez par exemple ici, nous avons un port DisplayPort qui fera du 40 gigabits et celui-là, il fera du 80. Au moins, c'est clair et précis et vous savez exactement. Et selon la bande passante supportée, évidemment, vous pouvez supporter de plus haute résolution ou de plus haut taux de rafraîchissement. Donc notamment avec les 80 Gbps, pour info, vous pourriez avoir deux écrans de 8K à 120 Hz, ce qui est énorme. Il y a aussi la possibilité de compresser les données pour avoir encore un peu plus de bande passante. Mais bon, je pense que la plupart des gens n'en ont pas forcément besoin. Oui, là, c'était assez intéressant. Du coup, en théorie, le refresh rate, donc le taux de rafraîchissement maximum avec un port DisplayPort 2.0 en 4K serait de 569 Hz, ce qui est énorme. Et avec la compression aussi, vous pourriez monter jusqu'à 749 Hz. Évidemment, il n'y a aucun écran, il n'y a aucune carte graphique qui supporte ça, mais c'est possible avec ce câble. Donc ça vous montre que c'est future-proof, au moins. Là, genre, on est tranquille, un peu comme le DisplayPort 1.4 en réalité. Quand il était sorti, il était vachement, mais vraiment future-proof. Ils ont mis un peu de temps à sortir le 2.0, mais visiblement, ça en vaut la peine, parce que là, on est tranquille pendant je ne sais combien d'années. Parce qu'avec ça, il n'y a pas besoin de plus. Donc, yep, c'est à peu près tout. Du coup, c'est VESA, d'ailleurs, qui est derrière le DisplayPort. Je le dis parce que le site VESA existe et vous pouvez aller voir les câbles qui sont certifiés par eux sur leur site. Il y a une section quelque part, il me semble. J'avais déjà vu. Et c'est pratique ça, parce que comme ça, vous pouvez aller voir qui a réellement des câbles certifiés DisplayPort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des câbles DisplayPort qui ils suivent les certifications, enfin, ils suivent les specs, mais le câble n'est pas certifié et des fois, en fait, il ne fait pas ce qu'il est censé faire. Donc, c'est bien souvent le cas des câbles fournis avec les écrans qui ne suivent des fois pas les spécifications qui sont censés suivre, en fait. Ils n'ont pas assez de bande passante. Ils ont peut-être des problèmes aussi de perte de signal, ce genre de choses. Vous avez Linus Tech Tips qui a fait une vidéo là-dessus où ils ont un testeur de câbles qui coûte genre
des dizaines de milliers d'euros, 50 000 $, il me semble. Et ça permet juste de tester les câbles. Et ils ont testé plein de câbles HDMI ainsi que DisplayPort. Et ils vont faire les câbles USB Type-C après. Et ils ont trouvé que oui, il y avait des marques qui avaient des gros problèmes au niveau de leurs câbles. Et c'est plutôt intéressant ça. Parce que des fois, les problèmes que vous avez peut-être avec votre écran, vous vous dites « Oh, c'est un problème avec mon écran ou autre chose », ou si bien ça vient juste de votre câble en fait, ça vient pas de l'écran. Donc, juste pour dire. Et ça va être encore plus important avec des câbles pareils. Par contre, j'attends de voir parce que le DisplayPort 80 Gbps, par contre, là, je suis en train de me dire que actuellement, j'ai un écran HDMI 2.1 qui fait du 4K en 144 Hz. Et le problème, c'est que dès que vous passez au-dessus de 3 mètres, le câble ne marche plus. Si vous êtes juste en cuivre, ça ne marche plus. Donc là, je suis repassé même en DisplayPort pour information. Donc j'ai techniquement la compression de signaler tout ça, mais c'est pas grave. Parce que le câble DisplayPort, par contre, marche très bien, lui, à plus de 3 mètres. Mais l'HDMI 2.1 à plus de 3 mètres, si quelqu'un en connaît un bon, genre qu'il y a vraiment quelqu'un qui a un écran 4K 144 Hz et qui en utilise un de plus de 3 mètres, je serais intéressé si vous avez des références parce que, yep. J'ai dû utiliser un câble optique au final pour que ça marche. Et le câble optique, le problème, c'est que, pour ceux qui ne savent pas, les câbles optiques, du coup, il y a un petit PCB dedans qui transfère le signal électrique en signal visuel, évidemment. C'est un laser, quoi. Le problème, c'est qu'il surchauffait. Le câble surchauffait. Et du coup, je perdais le signal de temps en temps quand il surchauffait. Donc, j'ai arrêté de l'utiliser parce que c'était très, très, très embêtant. Donc, yep, j'ai pas de solution pour ça. Et ça m'embête assez bien parce que j'aimerais bien utiliser le Full HDMI 2.1 qui est techniquement meilleur que le DisplayPort 1.4. Mais je ne peux pas. Donc, yep. Ensuite, on a une news toujours au niveau processeur. Pas mal de processeurs cette semaine-ci qui devrait, par contre, assez intéresser les gens. Alors, c'est une news que je personnellement comprends pas forcément, mais en partie que je comprends. AMD serait sur le point, c'est une rumeur, de lancer les Ryzen 5 5500, 5600 ainsi que 5700X. Enfin, les Ryzen 7 5700X. Donc, ils devraient le faire prochainement. Ce serait pendant le mois de mars, apparemment. En même temps que de sortir le fameux 5800X3D. C'est vraiment... Vous retirez le 3, c'est le 5800XD. Bref, qui est évidemment ce processeur avec la technologie 3D où vous avez plusieurs... ils stackent de la mémoire l'une sur l'autre. Ce qui est plutôt cool, franchement. Mais ici, du coup, les 5500, 5600 et 5700X, par contre, ce sont des classiques. Donc, le 5600, c'est juste comme le 5600X, mais avec un petit peu moins de fréquence. Le 5700X devrait être comme le 5800X, mais avec un peu moins de fréquence. Et le 5500, par contre, lui, il est assez différent, parce que c'est un Seeker C-Thread qui devrait garder une bonne fréquence, j'espère, et qui sera normalement vendu beaucoup moins cher. Donc, il y a des prix leakés, mais je ne suis pas sûr. Le 5700X sortira à 264 $. Le 5600 sera à 192 et le 5500 à 122. Alors, il y a certains de ces prix qui sont pas mal. Le 264 $ pour le 5700X, plutôt bon. Parce que ça, c'est le prix d'un 12600K, qui est un processeur, au final, Seeker. Pas vraiment Seeker. Enfin, c'est un Seeker haute performance avec 4 cœurs haute efficacité énergétique, si vous vous souvenez. Et genre, il est très bon. Il est vraiment très bon. Donc, il faudrait au moins un processeur weaker chez AMD pour le concurrencer. Donc là, c'est logique. Logique comme prix, logique comme processeur. Le 5600, par contre, à 192 $, je ne vois pas l'intérêt. Le problème, c'est qu'en face, vous avez le 12400F, ou le 12400 tout court, qui, eux, sont des processeurs Seeker haute performance et 12 threads. Donc, vous allez dire, oh, c'est similaire. Oui, mais sauf que l'architecture d'Intel est plus récente et elle est plus performante que celle d'AMD à l'heure actuelle. Donc, c'est-à-dire que ce 5600 se fait battre, basiquement. Et c'est le même prix. Donc là, je ne vois pas trop l'intérêt. Personnellement, le 5600, je le mettrais plus à 160 €. Un peu comme les Ryzen 2600 à l'époque, pour ceux qui se souviennent, étaient vendus à 150 €. Donc ce serait logique qu'ils soient vendus à ce prix-là. Et le 5500, par contre, à 122 $, logique. Donc c'est un Seeker C-Thread, donc il devrait offrir une bonne performance face au Core i3 12100F et 12100 tout court, qui sont des 4 cœurs, 4 threads, il me semble,
ou 4 cœurs 8 threads peut-être. Moi, en tout cas, ça utilise les cœurs haute performance d'Alder Lake. Ils sont très bons, ces Core i3, pour information. J'ai pas encore fait un guide d'achat processeur parce que j'attends que tout ça sorte. Mais je peux vous dire qu'il y a tous les processeurs d'Intel, que ça part du Core i3 jusqu'au Core i5, jusqu'à même au Core i7, sont juste excellents au niveau prix pour ce que vous avez. Au point même que c'est pour ça qu'AMD fait ça. Là, ils ont une énorme concurrence. Il y a aussi une rumeur comme quoi... enfin, non, c'est pas une rumeur, mais c'est quelque chose qui ne s'est pas encore répercuté, je pense, sur le marché. Mais normalement, les processeurs AMD actuels, donc les 5800X, 5600X et tout ça, devraient baisser de prix. J'ai déjà pu voir des baisses de prix, notamment c'est le 5950X qui doit avoir la plus grosse baisse, parce qu'il doit baisser de 700 € à 600 €, quelque chose comme ça, pour le remettre en face du 12900K. Donc, yep. Si vous êtes intéressé par un processeur, il y a pas mal de choix en ce moment, il va en avoir encore plus. Donc, c'est bonne news pour tout le monde, ça. Donc, je vous ferai une vidéo de guide d'achat à ce moment-là, selon les chiffres de performance de ces petits nouveaux gars. Mais une chose est sûre, il y a de la sacrée concurrence. Ensuite, on a une autre news au niveau d'AMD et encore une autre news au niveau processeur. C'est vraiment la semaine du processeur ici. Et c'est au niveau du fait que AMD voudrait sortir très bientôt, enfin, parce que ça fait longtemps qu'on a eu des rumeurs là-dessus, les Threadripper Pro de 5000, enfin de 5e génération. Enfin, qui sont basés sur Zen 3 en réalité, donc c'est plus 3e génération. Bref, dans tous les cas, ce seraient des processeurs monstrueux. Je vous rappelle que les Threadripper peuvent monter jusqu'à 64 cœurs déjà à l'heure actuelle, et ceux-là seront les mêmes. Donc on aura le 5995WX qui sera à 64 cœurs, 128 threads, à 2,7 GHz de base, à 4.5 de boost. Et certainement, moi, celui qui m'a impressionné le plus en réalité, c'était le 5955X de WX, qui est basiquement un 5950X, donc 16 cœurs, 32 threads, mais il a une fréquence de base de 4 GHz. Le 5950X a une fréquence de base de 3,6 GHz. Donc, c'est-à-dire qu'il a une meilleure fréquence de base qu'un processeur plus grand public. Donc, c'est monstrueux. Et il a un boost, par contre, de toujours 4,5. Ça, j'ai trouvé un peu bizarre. Je suis en mode, pourquoi se limiter autant? Genre, c'est un petit peu stupide. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais ce genre de processeur, c'est fait pour les gens qui ont besoin de beaucoup de cœur, donc ils n'ont pas forcément besoin d'un boost élevé. Je suis en mode, non, le truc, c'est que le 5950X peut atteindre les 5 GHz. Donc, pourquoi celui-là ne pourrait pas le faire? C'est basiquement un peu le même, en quelque sorte. Et ça permettrait de booster les performances dans certaines tâches qui sont très monocœurs. Donc, un peu bizarre. Vous avez aussi le 5945X qui, lui, sera le modèle de base avec 12 cœurs, 24 threads et qui sera à 4,1 GHz, donc la plus haute fréquence jusqu'à maintenant. En réalité, l'un des plus impressionnants, ce serait peut-être le 32 cœurs, parce que malgré qu'il a toujours 32 cœurs, il est toujours à 3,6 GHz, c'est plutôt monstrueux. Le 24 cœurs aussi est toujours à 3,8, donc, yep, c'est plutôt massif. Et pour comparer, en réalité, ceux de la dernière génération se débrouillaient déjà très bien. Le 3955WX, qui était aussi un 16 cœurs 32 threads, tournait déjà à 3,9 GHz. C'est juste qu'ils avaient un boost très limité, vous voyez, de juste 400 MHz. Ici, vous avez déjà un boost de jusqu'à 500 MHz en réalité, ou plutôt 400 en réalité sur le modèle de base. Mais 500 MHz ici, vous avez 700 MHz ici, et encore plus après. Donc c'est une amélioration au niveau boost, même si elle pourrait être plus impressionnante, cette amélioration au niveau boost. Je ne sais pas pourquoi il ne booste pas plus haut. Mais ouais, la dernière génération était déjà impressionnante. Mais là, ça va monter encore plus haut. Surtout que là, c'est Zen 3. Les autres étaient basés sur Zen 2 qui se débrouillait bien, mais commençait à montrer son âge. Donc, yep, devrait être plutôt impressionnant. Ce sera sur les cartes mères existantes, d'ailleurs, en TRX 80, il me semble. Il me semble, oui, c'est ces cartes mères-là, pour les WX en tout cas. Donc, yep, pour les Threadripper Pro en tout cas. Ça devrait être assez impressionnant. Alors, c'est pas pour les gens qui regardent cette vidéo, enfin, très peu de gens qui regardent cette vidéo, parce qu'on parle ici de processeurs que vous pouvez mettre, genre, plusieurs centaines de gigas de RAM avec, qui ont 64 lignes PCI Express, donc vous pourriez mettre 4 cartes graphiques en même temps et vous n'aurez aucun problème. C'est vraiment pour des machines professionnelles, ok? C'est écrit dans le nom, Pro. C'est pas comme Apple où ils mettent Pro dans n'importe quoi. Non, là, c'est vraiment pour les pros. Même moi, j'en ai aucune utilité, franchement. Je ne saurais jamais utiliser un tel processeur
pour ce que je fais à l'heure actuelle. Ensuite, on a eu aussi un leak au niveau carte graphique, toujours au niveau des RTX 4000 qui approche petit à petit. Donc le leak concerne notamment encore plus les specs et le fait que peut-être que Nvidia va faire un petit peu la même chose que le Infinity Cache d'AMD. Donc sur les cartes graphiques AMD, ils ont implémenté ce qu'ils appellent le Infinity Cache, qui est juste une mémoire de buffer qui est très proche du processeur graphique et qui est plus impressionnante, enfin qui est plus grosse que la mémoire de cache normale. Donc par exemple, ici, vous avez le GPU, ça c'est le GPU de la 3090 et de la 3080. Eux, ils avaient 6 mégas de cache dessus. AMD avec l'Infinity Cache, ils pouvaient monter jusqu'à 64 MO, il me semble, oui, et même encore plus. Donc là, ici, apparemment, Nvidia fera la même chose parce que le GPU qui serait utilisé, du coup, le plus gros GPU, grand public en tout cas, qui serait utilisé sur la 4090 en toute logique, aurait jusqu'à 96 mégas de cache. Donc ça, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que ça devrait augmenter les performances. Normalement, quand vous avez un plus gros cache à proximité du processeur, que ce soit un processeur graphique ou un processeur normal, ça lui donne juste un petit peu plus de place pour mettre des données directement accessibles, parce que le cache est très rapide par rapport à la mémoire, qui est déjà aussi rapide, mais le cache est juste incroyablement rapide, mais aussi incroyablement cher. C'est pour ça qu'ils n'en mettent pas forcément. Et du coup, ça permet de vraiment booster les performances pour des données qui sont très régulièrement accessées, oui. Ou plutôt accessées, oui. Je vais dire accessées. des données qui sont souvent consultées. Voilà, comme ça, ce sera bien. Alors, en réalité, pour les cartes graphiques, ça a assez bien montré son utilité, notamment les cartes AMD qui avaient un bus mémoire un peu trop petit. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas beaucoup de bandes passantes vers la mémoire. Avec l'Infinity Cache, ça permettait de compenser. Donc, à mon avis, ça devrait permettre de compenser que les RTX 4000 sont toujours sur la GDDR6X et que du coup, ben, elles sont beaucoup plus puissantes, mais la mémoire qui est mise avec est genre basiquement la même que les RTX 3090. Donc, peut-être c'est pour compenser justement le fait qu'ils n'ont pas une meilleure mémoire. Ce serait logique. Et sinon, on avait aussi les autres specs qu'on avait déjà vus la fois dernière, mais elles semblent se confirmer. Donc, vous avez le AD102 qui sera basiquement la 4090 et la 3080, la 4080. Vous pourrez avoir jusqu'à 18 000 coups d'accord, pratiquement 2 fois plus. Enfin, c'est 2 fois plus qu'une 3080 et pratiquement 2 fois plus qu'une 3090. Vous avez le GPU AD103 qui serait normalement la 3070 ou peut-être une 3070 Ti s'ils en font une directement. Vous avez le AD104 qui, en toute logique, serait une 3060, mais à mon avis, ce sera une 3060 Ti, enfin une 4060 ou plutôt une 4060 Ti, comme ils l'ont fait de la génération précédente où ils n'ont pas sorti une 3060, ils ont sorti une 3060 Ti sur un plus gros GPU, et quand ils sont passés à la 3060, ils ont utilisé un plus petit GPU qui était le GA106. Donc on a le AD106 qui devrait être la 4060 avec 4600 coups d'accord, et puis le AD107 qui devrait être la 4050 avec 3000 coups d'accord. Pour resituer un petit peu, du coup le GPU dans la 4060 Ti, si elle existe sous ce nom-là, aurait pratiquement autant de coups d'accord qu'une 3080, ce qui est plutôt impressionnant. Par contre, évidemment, il y aura un peu moins de largeur de bus, certainement moins de mémoire ou moins rapide. Donc ne vous attendez pas forcément au même niveau de performance, parce que Nvidia aime bien aussi impressionner avec le nombre de coups d'accord, puis des fois limiter un petit peu derrière pour que ce soit pas non plus le truc le plus impressionnant au monde, pour booster justement les ventes des plus grosses cartes graphiques. Donc on verra bien. Et aussi le AD103 qui serait par contre, à mon avis, à peu près sur la 4070, aurait le même nombre de coups d'accord qu'une 3090. Donc ça, c'est très impressionnant. La largeur de bus, évidemment, est plus petite qu'une 3090. Donc, encore une fois, ne vous attendez pas exactement au même niveau de performance, mais très impressionnant. Et du coup, ma foi, on avait vu la semaine dernière que ces cartes devraient consommer beaucoup. Peut-être que ça va être le cas, on verra bien. Moi, je serais assez étonné qu'il monte jusqu'à 650 watts, mais... Enfin, oui, 150 watts qui pouvaient monter, mais bon, on verra bien. Et enfin, pour finir, on a une petite news d'update rapide sur le prix des cartes graphiques. Juste pour vous indiquer rapidement, je vais certainement faire un guide d'achat de cartes graphiques, oui, je sais. Ça fait longtemps que j'ai pu faire un guide d'achat de cartes graphiques.
vu que c'était basiquement impossible d'en acheter. Mais je pense que je vais en faire un dans pas longtemps. Alors, je pense que vous devriez toujours attendre personnellement, parce que les prix sont toujours trop élevés. Mais si vous avez vraiment besoin d'une carte graphique, ils commencent à avoir des offres plutôt respectables. Notamment les 4 GPU que j'ai repérés qui sont les plus impressionnants, enfin plus intéressants, c'est les 3060 Ti, les 3070 Ti, les 6700 XT et les 6600 XT. Donc notamment la 3070 Ti a baissé de prix. Vous pouvez la trouver à maintenant 900 €, basiquement. Donc là, vous avez une de MSI à 949 € en stock chez Alternate. Certains sites l'auront peut-être même encore moins cher. LDLC l'aura forcément plus cher parce que c'est LDLC. Et du coup, 3070 Ti, normalement, est vendu 600 et des euros. Yep. Voilà, c'est pas la plus impressionnante. Personnellement, je trouve que la 6700 XT est limite plus impressionnante parce que c'est celle qui a toujours, on va dire, l'augmentation de prix la plus raisonnable de toutes les autres cartes graphiques, parce que normalement, elle est vendue 500 et des euros, surtout pour les modèles haut de gamme. Et là, vous pouvez, comme vous pouvez le voir, encore le trouver depuis des semaines, ce modèle de chez Power Color de Red Devil, qui est du coup vendu à 799 €, qui est selon moi toujours un deal plutôt intéressant. Vous avez le même niveau de performance qu'une RTX 2080 Ti pour moins cher. Ce qui est assez exceptionnel par rapport à ces 2 dernières années de cartes graphiques, vu les prix qu'on a vus. Donc, yep. La 3060 Ti est moins impressionnante. Elle est un peu moins chère qu'une 6700 XT, tout en étant un peu moins performante. Donc, elle est logique au niveau performance. C'est juste que à ce moment-là, je suis en mode autant prendre une 6700 XT. Donc, moi, j'apprendrai surtout si vous voulez vraiment une RTX, si vous avez besoin des coups d'accord, peut-être, ou par exemple, de l'encodeur NVIDIA, ça peut être intéressant. Mais bon, la 6600 XT aussi est assez intéressante parce qu'elle est vendue encore moins cher, elle est vendue dans les 500 € normalement. Alors, encore une fois, pas la carte la plus impressionnante. Quand elle était sortie, elle était... Ouais, je vous rappelle que la conclusion à la sortie, c'est que c'était pas la plus impressionnante au niveau performance. Mais c'était en se tenant compte des prix à l'époque et de la situation. Maintenant, à 500 €, c'est la meilleure offre parce qu'elle est plus puissante qu'une 3060. Et la 3060, elle est vendue plus de 600 €. Donc là, il n'y a pas juste il y a juste aucun choix, ou plutôt, pour moi, il n'y a pas à réfléchir. 6700 XT. 6600 XT. Mais bon, la plus impressionnante, quoi qu'il arrive, enfin la plus intéressante, ça reste la 6700 XT. Parce que c'est elle qui a le moins d'augmentation de prix, encore une fois, selon moi. Les autres GPU, pour ceux qui se demandent, oui, enfin, ça peut être intéressant. La 3050, c'est réellement, par contre, la carte, j'essaie de la trier. Non, hop, on va la trier. Donc la 3050, elle est vendue à... Elle a encore un petit peu baissé de prix en réalité. Donc elle est vendue à un peu plus de 300 €. Donc là, le prix le plus bas que je vois en stock, parce que les prix hors stock, ça ne veut rien dire de toute façon, 379 €. Ça reste cher, ça reste très cher. Normalement, elle est vendue un peu moins de 300 €. Mais comme j'avais déjà dit, selon moi, un peu moins de 300 €, c'est le strict minimum. C'est genre, s'ils la mettaient un peu plus cher, ça cassait tout son intérêt. Donc, ils l'ont vraiment mis au maximum qu'ils pouvaient mettre de prix sans que les gens ne gueulent. Et ça, c'était en tenant compte que c'était juste le prix annoncé. Donc, pour moi, c'est juste une carte qui vaut, normalement, qui aurait dû sortir à 200 €. Vraiment. Quand on regarde l'intérêt au niveau prix de toutes les autres cartes qui sont sorties avant, surtout la 3080 et la 3070, elle aurait dû sortir à 200 €. Mais elle n'est pas sortie à 200 €. Donc là, pour moi, elle est 2 fois plus chère que ce qu'elle devrait être. Donc, j'ai juste envie de dire, mais... donc là, franchement, si vous avez 379 €, économisez, attendez un petit peu, et à mon avis, vous pourrez acheter bien mieux dans un mois ou autre chose. Parce qu'encore une fois, vous avez la 3060 Ti qui est juste au-dessus, un petit peu plus au-dessus. Vous êtes prêt à économiser et qui va peut-être continuer de diminuer un petit peu et se rapprocher de votre budget. Attendez ça, parce que la 3060 Ti, elle prend la 3050 et voilà, elle la défonce. Basiquement, il n'y a aucune comparaison ici. Elles ont beau avoir toutes les deux 8 Go de GDDR6, il n'y a aucune comparaison au niveau performance. La 3050, c'est basiquement une RTX 2050. Vraiment. Dans mon test, c'est ce que moi j'avais trouvé, c'est que Nvidia a vraiment fait le strict minimum avec cette carte. C'est toujours mieux qu'AMD avec l'autre carte graphique que vous pourriez considérer, mais que je tiens à vous mettre en garde, qui est la 6500 XT.
qui elle est vraiment, alors vraiment pas impressionnante. Elle est vendue 300 €, donc c'est techniquement l'une des cartes les plus abordables que vous pouvez acheter. Mais faites attention qu'elle fonctionne en PCI Express 4.0 absolument. Donc si vous n'avez pas de carte mère en PCI Express 4.0, vous allez avoir des très mauvaises performances avec. Ne la prenez pas pour cette principale raison. Et surtout, pour moi, elle est extrêmement chère. Elle est vendue 2 fois plus cher que ce qu'elle devrait être. Donc, yep, ignorez-la. Prenez plutôt, économisez, attendez un petit peu. Et si vous voulez vraiment une carte graphique, 6700 XT, peut-être 3060 Ti, peut-être 3070 Ti, si vous avez un peu plus de budget. Et 6600 XT éventuellement aussi. Mais les autres cartes graphiques, moins intéressants. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce texte, ça marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.